forcément la reconnaissance internationale. C'est à peu près ça. C'est le texte numéro 1. J'ajouterai seulement qu'on a fait 2 référendums à haut risque. Parce que chacun des référendums qui ont été tenus, il n'y a pas eu d'entente de négocier sur des éléments fondamentaux. Et c'est ce qui a amené des contournements de référendum. Donc, de son côté, cette approche, à mon sens, qui est piégée. On pourrait tenir un référendum seulement s'il y a vraiment une entente. D'ailleurs, les conseillers internationaux l'ont même dit au gouvernement du Québec à l'époque que c'est impensable qu'il n'y ait pas d'accord préalable parce que ça peut conduire à des problèmes. Là-dessus, au fond, tout le monde est d'accord que tout le monde est d'accord, je pense, ici. En tout cas, je ne sais pas vous dire tout le monde est d'accord, c'est toujours risqué. Il me semble qu'il y a un certain consensus. Une étape cruciale sans laquelle on ne peut rien faire, c'est une élection, la question nationale et la question principale de l'élection. On appelle ça une élection référendaire, ou une élection de toutes sortes de façons. Mais tout le monde pense, je pense, qu'on ne fera jamais l'indépendance s'il n'y a pas vraiment d'abord une élection qui porte surtout sur l'indépendance. Claude nous dit, il y en a plusieurs, moi je suis d'accord avec ça, que si lors de cette élection-là, on a une majorité, que ce soit dans un parti ou dans quelques partis qui sont indépendantistes, on n'a pas besoin, au point de vue de la légitimité de la volonté populaire, on n'a pas besoin d'un référendum. Ça exprime la volonté populaire sans l'élection. On est d'accord avec ça. Claude ajoute qu'on ne sera pas indépendant juste par la volonté populaire. C'est ce que je disais. C'est très important que les gens le comprennent. Qu'on va devenir un pays seulement si les autres nous acceptent comme pays. Donc, on a besoin de quelque chose de plus que de l'expression de la volonté populaire. Claude dit, pour obtenir ça, il y a différentes voies. On peut avoir l'accord ou le quasi-accord de l'État d'origine, du Canada, c'est un peu. Claude dit, la voie référendaire, pour convaincre les autres, elle est à haut risque. C'est ce qu'il nous dit. Si on choisissait, en plus de faire l'élection, si on choisissait de s'en remettre ensuite dans le référendum, il y a haut risque. Il y aurait moins de risques si on s'entendait avec le Canada sur les conditions de ce référendum. Moi, je dis là, on est presque là. À cause des 2 référendums qu'on a fait, à cause de l'opinion qu'on a demandé à la Cour suprême, à cause de la loi C et la loi sur la clarté, on est presque là. Parce que le Canada nous a dit, on l'accepte le référendum. On accepte que le référendum soit une voie pour créer le Québec. La Cour suprême l'a dit. Le Canada l'a dit dans sa loi C-22. Dans la loi C-22, qu'est-ce que c'est qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il y a 2 conditions. Il faut que la question soit claire, et il faut que la majorité soit claire. Ils se sont même donné des façons, eux, le Canada, de dire au Québec si la question est claire ou non. Ils ont dit dans les 60 jours, les 30 jours, je ne me souviens pas, où le Québec déclenche un référendum, la question est posée au Parlement en disant êtes-vous prêt à accepter que ça, c'est une question claire? Et le Parlement est obligé de voter là-dessus, de dire la question est claire ou pas claire. Alors là, tu vois, on a l'instrument de s'entendre avec le Canada. Parce que si on est au Canada, la question c'est la suivante. Voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain et indépendant? Je pense que c'est ça que avec la prochaine question. Alors, comment voulez-vous que le Parlement du Canada dise que ce n'est pas une question claire? C'est impossible. Quitte à se déconsidérer, s'ils font le contraire, ils vont se déconsidérer complètement sur la scène internationale. Alors, la question ne peut pas être plus claire. Voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain et indépendant? Bon. Alors là, tu vois, la première question, là, sur la question claire, on va avoir une entente avec le Canada. Le Canada va nous avoir dit, avant même qu'on se prononce, cette question-là, on l'accepte. Alors, les Québécois vont se prononcer sur la question, en disant, oui, on veut ou on ne veut pas. Bon. Quand ils vont s'être prononcés, il faut qu'il y ait une majorité
pas une majorité de Québécois sur cette question-là. La majorité, c'est une majorité. Bon. Si elle est par une voix ou deux voix, alors peut dire une majorité qui n'est pas très, c'est une majorité, mais pas très claire. Hein? Nous autres, tout le monde ici, on ne veut pas ça. On ne veut pas avoir à construire un pays avec 50% des Québécois qui en veulent, 50% qui n'en veulent pas. Nous autres, on n'en veut pas de ça. Moi, j'ai dit pendant la campagne, 50 plus 1, c'est le critère juridique. Mais c'est pas ça qu'on souhaite. On souhaite qu'il y ait une large majorité des Québécois qui sont en faveur de créer un pays. C'est comme ça qu'on va réussir le pays. Il faut la réussir, l'indépendance. Alors, on va viser à avoir 55, je ne sais pas, on va viser à avoir un pourcentage beaucoup plus fort. Mais dès que le résultat va sortir, les amis, le monde entier va nous dire s'il a la réalité de la vie. Le monde financier va nous dire tout de suite. Si la majorité est là, disons, de 53%, etc., c'est clair que le dollar canadien va être sous pression, etc. Le monde entier va nous reconnaître une majorité claire. Alors, on est presque là, avec tout ce qu'on a fait. Au début, quand on a fait le premier référendum, avec M. Lévesque, etc., toutes ces conditions-là, la réaction du Canada, c'était tellement clair. Mais là où on est rendu vraiment, toutes ces conditions-là, la loi sur le référendum, elle est valide devant la Commission, la Cour suprême. La Cour suprême nous a dit votre loi sur le référendum avec les parapluies, ça, c'est excellent, c'est une des meilleures. Alors, toutes les conditions du référendum sont acceptées. On sait comment. Alors, il s'agit juste de convaincre les Québécois qu'on veut le pays. Si on convainc les Québécois qu'on veut le pays, s'ils votent dans une élection quand on veut le pays, tout de suite après, ils le réaffirment dans un référendum, c'est fait. Là, on s'assoit avec le Canada, on dit comment est-ce qu'on fait ça? Pour faire en sorte qu'il y ait une continuité dans les services fédéraux, que les pensions soient continuées de payer, etc., etc. C'est comme ça que ça se fait. M. Gervais, et ensuite, oui, écoutez, j'ai l'impression d'être en politique-fiction. Non, c'est politique réaliste. Quand on dit, on va prendre le pouvoir. Oui, alors c'est Richard Gervais. Quand on dit on va se présenter dans les électeurs, et si on arrive au pouvoir, si on est élu, on va leur dire qu'on ne soit pas tout à fait leur élu sur telle question parce qu'on n'a pas une double majorité. Les électeurs vont rire de nous, là. C'est rien, ça ne marche pas, ça. Ou bien on joue notre système électoral, on n'introduit pas des trucs superfétatoires de cet ordre. Les citoyens ordinaires vont dire qu'est-ce que vous voulez dire au juste, tout ça? Puis si jamais on est élu, ils vont dire ben, au fond, le mandat, vous avez pas très clair, ça. Qu'est-ce que c'est ces complications inutiles? J'ai l'impression que les Québécois, ils sont dans une hésitation, ou peut-être devrais-je dire les intellectuels québécois, mais bon, peu importe. L'hésitation, c'est au fond de mettre deux choses ensemble, l'élection et l'idée de l'indépendance. On a un bon système électoral, on s'entend tous ici sur l'objectif. On est là, comment est-ce qu'on va faire la jonction des deux? Il y en a qui disent, il faudrait arrêter de dissocier les deux. Mais Saint-Citron, unissons-les les deux. Mettons qu'on arrive d'un autre pays et qu'on veut faire une grande réforme au Québec, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'idée de la réforme, puis on dit, on se présente aux élections, on la propose aux électeurs. C'est simple. Pourquoi hésite-t-on devant ça? C'est un pattern qui revient. Le Parti québécois, dès qu'il a été capable de gagner une élection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti l'option de ses plateformes électorales. C'est l'histoire de ce pattern récurrent qui revient. Quand est-ce qu'on va unir les deux? Ça prend, je l'ai dit tantôt, tout simplement un parti électoral qui propose l'indépendance et puis de gouverner en fonction des grandes urgences nationales. Il va y avoir la Cour du peuple. Il y aurait une petite question d'ailleurs, on ne fait pas de question. Quand il y a eu des référendums, là, la plupart du temps, on ne faisait pas voter les gens qui n'appartenaient pas à la nation qui dirait son indépendance. Alors ici, on fait voter tout le monde, y compris les Canadiens anglais. C'est une absurdité, c'est une des raisons pourquoi le référendum, ça ne peut pas marcher. Merci. Je vais passer la parole à M. Jean. C'est la parole.
est en service. Je suis Bernard, de façon générale, je suis encore une fois d'accord pour beaucoup. Je trouve qu'il y a deux problèmes. La question de la majorité, correcte, je présume qu'une négociation avec le Canada risque d'être particulièrement difficile. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire au Canada, ça devrait être des règles internationales, enfin, pour autant qu'il y en a, mais il y a quand même des règles qui sont connues en majorité. Et la plus difficile, vous savez très bien, c'est vraiment une grosse question. Vous vous souvenez, dans le dernier référendum, il y a des intervenants qui n'étaient pas soumis à la loi québécoise. Ça, c'est gros, là. Je pense en particulier aux dépenses référendaires qui étaient complètement hors portée du directeur général des élections au Québec, ou du procureur général du Québec, et je pense la marge d'amour et tout ça, toutes ces questions-là. Je vois bien que le Canada dit « je vais me soumettre à la loi référendaire québécoise » ici. Ce qui implique que si l'État canadien ne respecte pas, on peut le poursuivre et le jugement est exécutable. Moi, j'ai une question par rapport au peuple, au droit du peuple de disposer d'eux-mêmes, au droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Comment peut-on mettre le droit de disposer des peuples à la remorque du pays d'origine? Je ne comprends pas ça, moi, ce concept-là. Même si ça semble être une méthode d'accession à l'indépendance, être reconnue par des États tiers, mais l'État canadien nous a toujours tout fait pour nous garder dans son giron. Je vois pourquoi on irait chercher leur aval pour sortir de ce système-là. Il faudrait qu'on m'explique ça un petit peu plus clairement. Oui. C'est que tous les États membres des Nations Unies ont une particularité qui est celle d'exiger le respect de leur indépendance. Le Canada n'a jamais respecté le Québec en 1995. Le Québec n'a jamais été un État membre des Nations Unies. Le Québec est une province du Canada qui est devenue une colonie avant l'Angleterre, pour ça il est devenu une province du Canada. Donc, il n'existe pas, le Québec n'a jamais été un membre des Nations Unies. Donc, ce n'est pas un pays. Donc, c'est à l'intérieur du jeu des Nations Unies, c'est un jeu qui se pratique entre des États souverains. Et eux n'osent pas reconnaître des gens qui sont à l'intérieur d'un autre État souverain parce qu'ils se mêleraient des affaires d'un État souverain indépendant. C'est une entente qui existe depuis 1648. C'est le traité de Westphalie en 1648 qui instaure ça. Et là, vous avez 460 ans d'histoire de création de rapports à l'échelle internationale qui font que ça opère sur cette base-là. Donc, Taïwan, il y a toujours un ou deux pays africains à chaque année aux Nations Unies qui font la proposition de reconnaître Taïwan. Et là, vous avez immédiatement le représentant de la Chine qui sort des gonds, il regarde les Africains avec des yeux, avec des flèches quasiment, pour leur dire, écoutez, c'est un problème qui est réglé. Taïwan fait partie de la Chine. Et il n'est pas question que ça soit changé. Et je suis membre, moi, de la Chine, du Conseil de sécurité, donc il n'est pas question que je donne mon aval à ça. Puis en plus, il y a des canons qui sont prêts à tirer sur Taïwan si Taïwan ose. C'est ça le jeu. Donc, si la Chine ne reconnaît pas, Taïwan ne peut pas devenir un pays. C'est plus plate que ça. Écoutez, je ne suis pas pour changer le droit international, même je ne suis pas un juriste. Je regarde ça, puis ça me frustre moi aussi, mais je dis c'est ça les règles. Si vous voulez opérer en dehors de ces règles-là, alors vous n'allez pas, on ne deviendra pas membre des Nations Unies. Ce que je vous ai dit au tout début de mon exposé, c'est être un État souverain et indépendant et membre des Nations Unies. Si ce sont les deux choses que l'on recherche, voici les mentions. Si les indépendantistes disent « je veux être un État souverain autoproclamé et auto-reconnu », point à la ligne, peut-être avec une reconnaissance d'un pays de l'Afrique, pour toutes sortes de motifs.
ou deux, peut-être l'Islande, mais l'Islande, ça me surprendrait parce que c'est très relié avec les États-Unis, mais il y a peut-être un ou deux qui nous reconnaîtraient, c'est tout. On aurait deux reconnaissances internationales et on devrait tout faire en sorte pour essayer de s'affirmer sur le territoire sans aucune reconnaissance, sans aucune légitimité, avec un gouvernement canadien qui fait tout pour miner notre développement. Ça va être du sport. Si vous êtes Je voudrais apporter juste un complément là-dessus, vraiment à deux. Les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, c'est rien d'autre qu'une réunion d'États. C'est les États qui font les règles. Comme c'est les États qui font les règles, ils font forcément des règles qui avantagent avant tout les États. C'est pas quelque chose de neutre, les Nations Unies. Alors, par exemple, c'est seulement dans les années 1990 que les Nations Unies ont adopté une convention pour protéger les minorités nationales. Mais quand on regarde cette convention-là, ça ne protège pas les minorités nationales, ça protège certains droits des individus qui sont membres de minorités nationales. Parce que c'est sûr que les États, comme n'importe quel autre groupe, ben, ils défendent avant tout leurs propres intérêts. C'est pour ça que les Nations Unies se sont mis la règle que pour qu'un nouvel État soit créé à partir du territoire forcément d'un État existant, il va falloir que cet État-là donne, dans le fond, son accord. Ça n'existe pas en dehors des États, les Nations Unies. C'est ça qui explique qu'on doit toujours avoir l'accord de l'État d'origine pour être reconnu par les Nations Unies. La parole maintenant, c'est, je suis rendue à, vous étiez M. Roy, donc je suis rendue à Sénéchal, M. Sénéchal? C'est lui. C'est lui? Alors je suis rendue à Mme Lavoie. Il y a deux choses qui me reviennent quand on pense au pacte. Je trouverais le pacte absolument génial pour ça. C'est la prolifération des partis, et même des partis indépendantistes. On en a entendu quelques-uns aujourd'hui, puis peut-être qu'il y en aura d'autres, et qui fait dire à plusieurs personnes, mais ça n'a pas de bon sens, on est en train de diviser le vote indépendantiste. Parce qu'on était tellement habitués à avoir le chiffre du porteur de l'idée. Donc là, tous ces pays, si ces partis-là présentent des candidats qui ont des votes, mais s'ils ont eu la bonne idée de signer le pacte avant, ce ne sont pas des votes perdus. Et de deux, ça enlèverait aussi l'odieux du choix quand on est pour l'indépendance et que le seul parti qui porte ça a des éléments dans son programme qui ne vont pas du tout. Vous vous rappelez que les gens n'ont pas voté à un moment donné pour le Parti québécois parce qu'ils étaient contre les fusions. C'est un exemple. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'indépendantistes et de souverainistes qui ont été déchirés par ça. Je suis contre la fusion. Je suis indépendantiste, mais je suis tellement maudit qu'on a fait mon village être fusionné au village voisin que je ne voterai pas. Je ne voterai pas pour le Parti québécois, peut-être que je ne voterai pas du tout. Alors, si les partis indépendantistes, puis on dit même qu'il y en a dans la DQ, c'est des anciens péquistes peut-être, si les partis signent un pacte qui dit on met de côté toutes nos idées de programme, on en a parlé ce matin à gauche, à droite, au milieu, et puis qu'on pense juste à l'indépendance, on additionne tout ça. Peut-être qu'on aura une chance de la faire. Je suis rendue à M. Chambadon. Tout ce qui a été dit sur le référendum, je pense que ça pose la question qu'il faut carrément éliminer ce moyen trop compliqué d'arriver à nos fins. M. Laplante en a fait l'exposé, tout le monde a parlé qu'on s'en va dans un mur. Et là, on rajoute en plus les règles que vous mentionniez. Et je veux revenir sur quelque chose que M. Lamar a dit quand il dit bon, si on est proche, on s'entend sur une question. Après ça, ben, la majorité de l'air, pas de problème. Tout est beau, 53, 54, mettons 56. Non, M. Lamar. Parce qu'il y a une loi qui existe, qui est la loi C20, qui permet au Canada de déterminer à quelle hauteur. Et comme vous nous dites, oui, la loi C20 permet au gouvernement canadien de déterminer quand lui va décider que c'est une majorité claire. Et comme vous nous dites que tous les pays se respectent entre eux, ils ne vont pas jouer dans la souveraineté des gens, si M. Dion, M. Harper, M. qui que ce soit est là le lendemain d'un référendum gagné à 60
2. Il dit non, il y a un exemple au Monténégro où la communauté internationale a demandé 66%. Alors on trouve que c'est pas clair. Il n'y a aucun pays qui va bouger selon les mêmes règles que vous nous dites que c'est des États indépendants qui ne veulent surtout pas se mêler des choses internes. La loi C20 est une loi canadienne votée par le gouvernement du Canada, dont nous faisons partie. Juste sur une question d'information. En quel sens pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que c'est pas exact? C'est vraiment la loi, c'est la loi sur la clarté. Elle ne s'applique pas à ce qui se passe au Québec. La loi sur la clarté, elle ne s'applique qu'à la réaction canadienne à ce qui se passe au Québec. Non, la loi sur la clarté dit il doit y avoir des négociations nécessairement entre le Québec et le Canada, s'il y a un oui. Voici les conditions qui s'appliquent à la partie canadienne. Il dit voici le gouvernement du Canada ne doit pas négocier si la Chambre des communes a dit que ce n'était pas une question claire. Elle dit quoi? Voici la question. Il y a mais la majorité. Sur la majorité, il ne dit pas que le Parlement du Canada a le pouvoir de fixer un nom à tout ce qu'il dit, c'est qu'une fois que le référendum est fait, la Chambre des communes doit dire si la vérité à son point de vue est claire ou non. Mais c'est normal. Tu n'as pas besoin de loi, sur la clarté, c'est pour ça. Si nous, on fait un référendum, on a une majorité, et on dit au Canada, veuillez vous asseoir avec nous, il va falloir qu'ils se posent une question. Est-ce que c'est vraiment la majorité canadienne? Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de se prononcer sur ce que nous, on a fait. Pourquoi? Parce qu'on les invite à négocier. Alors, tout ce que la loi sur la clarté dit, c'est comment le Canada va s'organiser pour répondre à la volonté des Québécois. Elle nous empêche rien, elle nous dit rien quoi faire. Nous, on a pris le pouvoir de déterminer la question et de se comporter en conséquence à la suite de ça. La loi nous s'applique au Canada. Alors, quand moi je te dis une chose, c'est que la majorité, elle va claire ou non, suivant la réaction du monde, en général. Si les gens ont le sentiment que les Québécois se sont prononcés de façon claire sur la souveraineté, immédiatement, la situation va changer. Au point de vue économique, au point de vue des relations internationales, à tous les points de vue, les gens vont déposer la question est bien possible que le Canada se sépare, que le Québec se sépare, que le Canada se sépare. Immédiatement, ça va être la pression du dollar canadien, des investissements, etc. C'est ça qui va être la Monsieur Tremblay. Continuer sur le référendum et l'explication de M. Demard autour de la loi C20 et aussi le renvoi sur l'association à la Cour suprême. Il dit clairement que même si on a une majorité claire, une question claire, les négociations, c'est pas juste bilatéral entre Québec et Ottawa, mais avec toutes les autres provinces et États du Canada. Donc, tu te retrouves à une table devant 13 ennemis. Et même la Cour suprême prend bien soin de dire que ces négociations-là ne résulteront pas nécessairement à l'indépendance du Québec. Alors moi, ce que je dis, pourquoi toujours penser à l'indépendance du Québec dans le cadre constitutionnel canadien? C'est pour ça qu'on n'est pas capable de se débarrasser du référendum. On pense en termes de négociation pour que le Québec accède à son indépendance, à son statut d'État indépendant. Mais les négociations auront lieu sur la succession d'États. Évidemment qu'on n'a pas la garantie de la reconnaissance internationale, mais peu importe le moyen, on n'a pas de toute façon cette garantie-là. Il faut la jouer, la joute diplomatique. Il faut la préparer, la reconnaissance de la France, de la francophonie, de l'Union européenne, et pourquoi pas même les États-Unis. Parce que, comme dit M. Bernard, on vit dans une réalité économique très intégrée. Les États-Unis ne veulent surtout pas de turbulence à leur frontière nord. Le Canada, il va toujours jouer la carte suivante, on va refuser de vous reconnaître. Mais en jouant le véritable jeu diplomatique, peut-être que le Canada va recevoir le téléphone de Washington, puis hey, tu reconnais rapidement le nouvel État du Québec, parce que moi, ce qui m'importe, c'est la stabilité sur le continent nord-américain, c'est l'argent. Alors, il faut cesser de croire qu'il y a une seule voie
qui est la voie nécessaire de négociation pour obtenir d'abord la reconnaissance du Canada pour ensuite pouvoir entrer aux Nations Unies. Un peuple, une nation qui veut son indépendance doit trouver sa propre voie. Le droit international s'inscrit selon les décisions des parlements, selon le jeu, le véritable jeu. Sinon, on est aussi bien de rester ici et dire qu'on va rembarquer dans une maudite game référendaire avec. Non, écoutez-moi, non, c'est parce que c'est terrible de voir ça. C'est que le référendum, on s'en est fait voler en 1995. 200 000 nouveaux immigrants, dont la moitié s'assimile à l'anglais. Croyez-vous sincèrement pouvoir remporter une majorité claire à un référendum dans les années qui s'en viennent? Ça, c'est les lois couleur. Bon, M. Turcotte, sur la question de pacte, coalition, moyen d'accéder aujourd'hui et demain. C'est une répétition que j'ai enseignée toute ma vie. J'écoutais M. Bernard tantôt. En 80, vous étiez sans doute dans les officines très lointaines du gouvernement. Je voudrais savoir si vous avez participé à la rédaction de la question référendaire de 80 et si vous la pensez claire. 1. 2. Je voudrais savoir si en 95, vous étiez pas loin probablement aussi du pouvoir. Je voudrais savoir si vous avez participé à la rédaction de la question et si vous la pensez claire. Là, vous venez de nous en suggérer une. Acceptez-vous ou voulez-vous que le Québec soit souverain, soit indépendant et souverain? Et vous dites que ça, c'est une question claire. Moi, je propose, parce que quand des propositions, je vais vous en faire une proposition. C'est qu'on fonde un parti indépendantiste. 1, pas 12. 1. Dont l'article 1er sera le suivant. Si vous signez une carte de membre de ce parti-là, vous acceptez le préambule même du parti qui fait que on accepte on accepte donc que le Québec devienne un pays indépendant et souverain. Ça ne peut pas être plus clair que ça, et que si vous votez pour nous, et que si nous arrivons au pouvoir à l'Assemblée nationale, les citoyens, sachant très bien, parce qu'ils savent lire, la question est très simple au début, acceptez-vous que le Québec soit indépendant et souverain? Si vous avez voté pour nous, nous arrivons majoritairement au pouvoir, on n'ira pas redemander aux Québécois si en votant pour nous, sachant bien qu'on était des indépendantistes, que étiez-vous distrait ou pas distrait quand vous avez voté oui pour nous? Et c'est ça qui a fait la force en 73. Bon, ça va. Vous avez compris, là? Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais ça vous ferait du bien. Je voudrais bien vous faire l'histoire de ce que j'ai dit. À Richard Gérard. Ouais, je voulais. C'est très court, là. En écoutant l'exposé de Claude, on est dans un atelier ici où on est censé voir des solutions. En fait, c'est les non-solutions de faire l'indépendance. C'est que le système international, au fond, on bouge les portes partout, puis adieu l'indépendance du Québec. Alors, c'est ça que j'ai tiré. Si quelqu'un parlait de pessimisme tantôt, on va sortir d'ici en avançant. Oui, je sais que je prends mon temps. Bon, est-ce que j'ai besoin de parler du micro? Non. Oui, ça va. Alors, écoutez, le point de vue de M. Bernard, il est extrêmement intéressant, mais c'est un point de vue juridique. Et je pense qu'il fait abstraction du contexte politique troublant qu'on a vécu dans le passé, puis encore plus troublant qu'on va connaître dans l'avenir. Je pense qu'il est quasi inévitable que le Canada va refuser de bonne foi de collaborer au processus qui va amener, même un processus démocratique qui va amener à l'indépendance du Québec.
Il va peut-être le faire pour la forme, pour satisfaire ses canaux diplomatiques et tout, mais dans les faits, il va avoir une stratégie de déstabilisation du Québec. Robert l'a mentionné, il est en train de déstabiliser le Québec avec de l'identité, etc. Particulièrement, la question de l'intégrité du territoire national va être mise en cause. On va encourager le Nunavik à partitionner et éventuellement à se fusionner avec le Nunavik. Les Autochtones, on va les encourager à se séparer du Québec, et ainsi de suite. Donc, ça va créer un climat de troubles politiques qui va perturber donc, ce ne sera pas une négociation qu'on peut faire chacun au bout d'une table comme ça. Ce qui veut dire que le parti des indépendantistes qui veut faire l'indépendance à partir de la voie électorale, il devra, dans le cadre, dès à chaque jour et dans le processus électoral, démontrer toutes ces difficultés-là. C'est-à-dire, il va falloir qu'on s'habitue à ça. Il va falloir qu'on anticipe des actions du fédéral et qu'on dise aux Québécois, en votant pour nous, pour l'indépendance, vous nous donnez le mandat de surmonter toutes ces difficultés-là et de proclamer l'État souverain. Maintenant, c'est certain qu'on doit, le Québec, c'est certain qu'idéalement, je suis d'accord avec M. Bernard, on devrait pouvoir négocier. Mais si ce n'est pas satisfaisant, on doit être capable de les définir unilatéralement, ces conditions-là, en respectant les conventions internationales, bien sûr, et en faisant jouer à plein le processus démocratique en tant que travail. Donc, il faut que dans l'élection, on dise qu'on demande aux gens, le mandataire de proclamer l'indépendance du Québec, de soumettre, avant de soumettre la loi fédérale à la loi provinciale, à la loi québécoise, au niveau légal, pour pas qu'il y ait des jeux fédéraux dans l'élection. Et puis, on va aussi faire un appel à la reconnaissance internationale dans le cadre de notre campagne électorale. Il faut mettre toutes ces questions-là dans le cadre de la campagne électorale pour pas qu'il y ait de méchantes surprises qui viennent par la suite pour perturber le résultat électoral. Pour être sûr de faire. Pardon? Pour être sûr de faire. Non, c'est un travail à long terme, d'éducation et Robert Laclau, sensibilisation. Ça va être compliqué, c'est vrai. Ça ne sert à rien de se faire des illusions. On le sait depuis toujours, c'est pas de la nouveauté, ça. Okay? La nouveauté, c'est qu'il faut maintenant porter cette difficulté-là dans le champ politique. Le PQ a présenté l'accession à l'indépendance comme un processus de maturation des mentalités, une espèce de psychopathe collective. C'est pas ça. Ça n'a jamais été ça. Et quand le Canada a eu l'occasion de nous montrer que c'était pas ça, il a résisté devant aucun coup de fouet. Alors, vouloir faire l'indépendance, c'est être capable d'instrumentaliser tout le champ de force que tu nous as décrit. C'est ça que c'est. Faire de la politique, c'est agir dans un champ de force. Et quand on veut faire naître pays, c'est agir dans un champ de force hostile ou, au mieux, indifférent. Dans les circonstances, la création de l'indépendance, c'est-à-dire la création d'un pays, comporte deux temps. Le premier, celui de l'assentiment populaire, et le deuxième, celui de la reconnaissance. Il y a des circonstances où, parfois, ces deux temps se superposent. Il y en a d'autres où, au contraire, un délai considérable s'écoule entre le moment où l'indépendance est proclamée et le moment où la reconnaissance internationale est faite. Entre les deux, qu'est-ce qui fait le succès ou l'échec de la chose? C'est le rapport des forces que les indépendantistes savent créer et ce sont les intérêts qu'ils sont capables de mobiliser pour ramener l'État d'origine et les États tiers à donner leur assentiment. Le Canada ne veut pas que le Québec devienne indépendant.
même un gouvernement indépendantiste élu ne parviendra pas à le faire changer d'idée. Ce qui va faire que le Canada va changer d'idée, c'est la politique des indépendantistes qui vont être capables ou pas d'utiliser les intérêts du Canada pour le convaincre qu'il est dans son propre intérêt de s'entendre pour accorder sa reconnaissance à un pays qui va procéder de toute façon. C'est dans de toute façon que ça se joue. Parce qu'il est évident, et là-dessus, les propos de chrétiens à l'égard de ce qu'il aurait fait au lendemain du référendum de 1995 sont très intéressants. Okay? Il aurait répondu, et il avait raison. C'était un référendum consultatif dans une organisation, ça ne dit pas le gouvernement du Canada. Il aurait conservé tout son champ de force. Pour les années qui viennent, nous devons monter un rapport de force qui va témoigner de notre détermination et de notre talent à instrumentaliser les intérêts du Canada. Pour ça, il faut qu'on arrête de penser qu'il y a un petit peu de nous autres dans le Canada. Il y a de trop dans notre jardin, c'est ça qu'il faut dire. Et il faut se comporter en conséquence. Donc, les institutions du Canada, les lois du Canada, les tribunaux du Canada, ce sont des puissances étrangères dont il faut, premièrement, nous affranchir psychologiquement et établir le conflit des légitimités en les traitant pour ce qu'ils sont, des instruments étrangers dont nous allons nous emparer pour mener notre combat. En conséquence, ce que je pense nous avons à faire, c'est de ne pas confondre les règles que nous devons instrumentaliser et le sens du combat. Si nous voulons faire l'indépendance, on va composer avec ces règles-là et avec les autres, en sachant que, en droit international, comme en droit tout court, le fait précède le droit. C'est en créant le fait que nous serons mieux en mesure d'infléchir le sens du droit. Monsieur le Président. Pour la loi C20, il faut comprendre que même si on accepté la majorité, la question claire, le processus décisionnel du côté canadien ne porte pas nécessairement sur le résultat du référendum, mais l'agenda peut être enrichi de toutes sortes de choses. Donc, là, on est dans un bazar. Puis, en surplus de ces 20, ben là, il y a d'autres provinces qui se sont donné des lois pour que, à la fin du parcours, eux autres même, ils vont se faire un référendum pour savoir si. Alors là, on est rendu loin. C'est un parcours. Pendant ce temps-là, le Québec est ultra vulnérable, assiégé. Alors, là, c'est une position critique dans laquelle on se mettrait sans garantie de résultat. Ça, c'est un. La loi C20 rend le référendum impraticable si on n'a pas signé un protocole du même type que celui de Monténégro avec Ottawa. Si ça n'a pas été signé, aventurez-vous pas là, c'est impraticable. Il n'y a aucun consultant juridique qui va passer au travers de la loi et qui va vous dire si avancer, c'est le bon parcours à suivre, c'est pas le cas. Okay? Donc, le rapport de force doit être établi. Il doit être établi quelque part, mais ce parcours-là, c'est se placer dans un rapport de force critique qui nous désavantage. Donc, avant d'embarquer là-dedans, s'il n'y a pas de protocole, il faut être extrêmement prudent. L'élection décisionnelle qui rallie différents groupes, qui va ramifier dans les postes, un peu partout des souverainistes, ça a plus de réalisme que faire le parcours du référendum une troisième fois avec des résultats qui peuvent être complètement tragiques. C'est ça que je voulais dire. Alors, moi, ça va être très court.
c'est qu'on s'entend sur une chose, c'est qu'il faut informer notre population et l'amener de notre côté. Maintenant, ça a toujours été rapporté dans le sens que, par exemple, quand on était au Parti québécois, on votait pour un bon gouvernement, alors que c'était 140 ans qu'on gère le pays, on a prouvé qu'on était capable d'en gérer un pour leurs bénéfices. Mais où je veux en venir, c'est qu'on rapporte toujours la discussion à l'étape suivante, c'est-à-dire au référendum. Et puis si on fait encore ça, on va avoir une élection, on va élire des gens, la question ne sera pas vidée à fond, et l'autre côté n'aura pas voté leur plaque de face. On ne les aura pas forcés à faire ça, et par après, on va peinturer dans le mur un gouvernement indépendantiste en lui demandant de faire un référendum. La discussion va se faire par après. Si on les met devant le fait de faire une vraie discussion à court terme, tout le monde va mettre sur eux. Peut-être qu'on ne passera pas au travers. Peut-être qu'on va être battu. Mais il va en avoir un autre dans 4 ans. Mais on va pouvoir parler des vraies choses et puis y aller à fond. On va pouvoir faire une éducation, tout ça, parce que ça se fait dans des moments qui sont chauds, dans des moments d'effervescence. Et ça va inciter les gens à se poser des questions sur beaucoup de choses. Et alors, au lieu de décrocher à chaque élection, parce que l'élection va être significative pour l'avenir va être significatif pour les fédéralistes, va être significatif pour les indépendantistes. Ça va nous obliger, nous autres, à connaître nos forces, connaître nos faiblesses. Et connaître les faiblesses, on dit, OK, ça va, le Canada va essayer de déstabiliser le Québec. Mais en partant, en voyant une élection, le Canada va être déstabilisé parce que le Québec occupe une force le Canada nous laisserait partir si ça ne serait pas leur avantage. Là, si je fais juste une mini-synthèse, comme j'ai essayé de faire depuis le début, dans le fond, le fait brut, là, c'est qu'à part le Parti québécois qui a proposé un référendum pendant un moment, il n'y a aucun parti au Québec qui propose un référendum. Le PQ, en ce moment, il ne propose plus de référendum. Donc, dans un sens, le référendum, pour l'instant, il est optionnel. Alors, ça ne sert à rien de parler de référendum. Le référendum, il est dans la chaîne politique. Puis aujourd'hui, tout le monde ici a dit qu'on acceptait le principe, qu'on trouvait que oui, c'était une bonne idée, le principe de l'élection référendaire ou non. Autrement dit, je pense que les prochaines, j'ai encore quelques personnes sur la liste, mais je pense qu'en réalité, ça ne sert plus à rien de parler de référendum consultatif. C'est même plus à l'ordre du jour politique. C'est pas pour ton élection référendaire, alors. En plus, le peuple. Non, mais là, on n'est pas rendu à Richard Gervais. On est rendu à la chance. C'est vraiment de temps en temps, des droits de commentaires. Ah oui, vous aussi, je m'excuse. De temps en temps, après lui, ça va être excusé, je suis sûre qu'on est là. Je suis pas indignée, moi, c'est une grosse chose que je fais. Oh, ouais, très grand programme, merci. Oui, monsieur Lachance, après monsieur Barreto pour répondre. En disant ce que je retiens, c'est que quel que soit le droit, si il faut que si on choisit ici la voie des lois électorales, c'est que faut que la campagne électorale porte sur ça d'abord. Et non pas sur de quelle façon les différents partis proposent de régler les problèmes. Bon, monsieur Barreto, excusez-moi. Oui, en fait, c'est deux ou trois points qui m'ont fait un peu chuchoter. Je vais juste en fermer un, même si ça touche la question du référendum. C'est que dans les propos de M. Bernard, j'ai reconnu plus le sociologue que le juriste. Parce que, bon, il disait, c'est presque, ça c'est sociologique. Vous disiez aussi, mais ils vont y arriver, donc, sentiment, là vous étiez même dans la psychologie. Moi, je préfère Louis Bernard, juriste, à ce moment-là. Le deuxième point que je veux aborder, c'est la question que on ne veut pas regarder en disant que c'est trop compliqué d'avoir 50% du support des électeurs du Québec en faveur de l'indépendance pour enclencher le processus. Les seuls pays qui sont devenus des pays sont des ex-colonies et des ex-républiques de l'URSS qui le sont devenus avec des supports des électeurs inférieurs à 50%.
Donc, ça, il faut savoir ça. Ils sont devenus reconnus parce que la Fédération de Russie ou les pays colonisateurs les ont connus tels, et les pays colonisateurs les ont connus parce qu'il y avait un droit aux colonies. Donc, il faut connaître cette dimension-là. Si on embarque dans ce processus-là, on embarque dans un processus de bataille. Robert le sait très bien, c'est une bataille constante. Bon, tu es dans une situation où actuellement le Québec, pour financer une aréna de soccer à Lévis, doit demander des subventions fédérales. Tu es dans ce genre-là dans tous les secteurs. Si tu fais une bataille, tu vas la faire comment? Tu vas augmenter tes impôts pour pouvoir tirer l'argent des Québécois qui sont parmi les plus taxés pour pouvoir essayer de mener des batailles. Les batailles ont été menées dans presque tous les domaines et c'est coûts énormes qui s'ajoutent pour les réaliser. Uniquement pour essayer de contrer les attaques sur le gouvernement du Québec à partir de 1980 par le gouvernement fédéral dans presque tous les secteurs, les impôts du Québec ont dû augmenter pour maintenir une certaine résistance. Et là, actuellement, les éléments de résistance sont même plus là. Puis, on veut partir en bataille avec un support inférieur à 50% pour faire une transformation révolutionnaire à l'intérieur du Canada en créant l'État du Québec. Mais je vous dis, ces gens-là, on m'accuse tantôt d'être en dehors du monde, mais je pense que je suis plus terre à terre parce que mon ami qui est mécanicien puis mon autre qui est l'ouvrier, il me dit jamais il va supporter quelqu'un, il va partir en bas de 50% du soutien du peuple. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas une question d'intellectuel. Tu peux m'accuser d'être intellectuel, j'en suis un, je sais. Mais les gens qui pensent à la base, ils pensent pas à en bas de 50%. Si on a le support pour faire le pays, on marche avec ça. Et 50%, je vous dis, c'est pas beaucoup. C'est aussi une zone de conflit possible. On a l'avantage au Québec de savoir qu'après un référendum qui donnerait 51 points de référendum, une élection qui donnerait 51 de support électoral, il y a un règlement de près de 70% des gens qui votent au Québec à ce genre de pourcentage de procédé. Ça, c'est une base solide. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. Donc, c'est le deuxième point que je voulais donner. Restons pacifiques, restons tous entre nous, dans le fond. Non, mais j'ai la poêle sensible de temps en temps. J'ai dit la poêle. Je m'appelle Jean-Pierre Bonan. J'ai une question de fond à poser à M. Bellecourt. Le pays d'origine du Canada anglais, c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne. Et ce pays d'origine-là a accordé au Canada anglais son indépendance nationale quasi complète. Moi, je me dis que le pays d'origine des Québécois, mais comme on ne pas ça, c'est la France. En 1978, lors de l'exposition universelle, le général de Gaulle a presque dit que la France agirait à l'ONU en faveur d'un changement politique au Québec. Cette offre a été déclinée par le drapeau au nom de la population de Montréal. Et je me demande si on pourrait revenir avec une autre requête de la nature à la France. Maintenant que l'opinion est démobilisée, je me sens un petit peu inquiet. Il ne faut pas que les Québécois s'imaginent que la reconnaissance d'un pays indépendant au Québec pourrait se faire sans l'accord de la France à l'ONU. C'est impossible. Et il ne faut pas s'imaginer non plus que ça peut se faire contre les États-Unis, ça peut se faire avec l'indifférence, la neutralité des États-Unis. Alors, je me dis qu'en 1978, on aurait pu forcer la main au Canada anglais avec la France, soit pour changer notre structure politique vers une confédération, soit pour faire l'indépendance, selon notre politique, avec la Suisse française. Et ça n'a pas été fait. Ça peut se refaire, je l'espère. Mais je dis que si on aurait pu le faire en 1978,
ça veut dire qu'on peut le faire contre le Canada anglais, mais pas sans l'appui de la France et pas sans la neutralité américaine. Votre question, je l'aurais difficilement à... Est-ce qu'on peut le faire contre le Canada anglais? Vous dites que non, parce que c'est le pays d'origine. Mon pays d'origine, c'est le Canada anglais. Non, les pays d'origine, ça veut dire par On ne fait pas l'indépendance contre... on ne fera pas l'indépendance contre le Canada anglais, ou le Canada. On va sortir du Canada et on va sortir, et le Canada va accepter, pourrait accepter sur la base d'une légitimité repérable qu'il va reconnaître ou pas, avec des pressions venant de différents pays. Ce ne sera pas une naissance facile. Et s'ils disent non? Il y a un problème, c'est ce que j'ai expliqué tantôt, il va y avoir un problème de double légitimité s'il y a une base de 50% des gens qui ont voté pour l'indépendance, il y a un problème majeur de double légitimité. Vous allez avoir une légitimité venant d'un peuple, qui est le peuple québécois, par rapport à une légitimité canadienne qui, elle, est issue de la conquête de la Grande-Bretagne et la création du Canada sans l'aval du peuple québécois. Le peuple québécois n'a jamais donné son aval. Lorsqu'il y a eu la création en 1867 du Canada, ce sont des députés qui n'avaient même pas de mandat qui ont voté une résolution à la demande même de l'Angleterre pour savoir si des Canadiens français, et ils ne s'intéressaient pas du tout à l'optique d'Antoine-Aimé Dorion qui lui a revendiqué un référendum, pour savoir si les Canadiens français qui étaient des parlementaires étaient favorables à cette idée-là. C'était une époque où on fonctionnait avec des aristocrates. Et ce sont des aristocrates canadiens français qui ont voté pour la construction de ce pays qui était le Canada. Mais le peuple, lui, n'a jamais donné son aval à ça. Donc, si on donne un aval à des parlementaires pour procéder, il va avoir une légitimité pour procéder. Oui. Là, dans l'ordre. Là, c'est une date. Dans l'ordre, j'ai vu Bernard, M. Turcotte, Richard Gervais, M. Cominaro, M. Harrison. On va essayer d'être prêt parce que ça va plusieurs fois. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est que ça va être, mais après, Oui. M. Harrison, c'est fini, j'ai arrêté dans la... Et moi, je veux la faire maintenant. Moi, je pense que si on veut faire l'indépendance, il faut commencer par accepter les faits tels qu'ils sont. Ça ne nous donne rien de penser qu'on va changer d'ordre international, qu'on va changer comment tout le reste du monde fonctionne depuis 400 ans pour nous accommoder. Il n'y a pas d'accommodement raisonnable. La règle, Claude l'a très bien exprimé, pour devenir un pays, hein, une fois qu'on a la volonté du peuple bien clairement exprimée, une fois qu'on a ça, il faut avoir la reconnaissance des autres. Les règles, c'est qu'on ne l'aura pas si le Canada ne va le faire. Ça, il faut dire, ça, c'est un fait. On aime ça, on n'aime pas ça, c'est comme ça. Bon. Deuxièmement, je pense qu'on est tous d'accord ici, là, honnêtement, que il faut avoir l'accord des Québécois. Le pas décisif, c'est une élection. Une élection qui porte sur l'indépendance. Si on ne fait pas ça, on l'a. Dans ce sens-là, vous avez raison. Moi, je ne dis pas qu'il faut avoir que le débat est entre l'élection et le référendum. Je dis c'est les deux. Il faut avoir une élection. Mais je trouve utile, ensuite, d'avoir un référendum. Pourquoi? Pour bâtir le pouvoir de force de négociation. Parce que le deuxième fait qu'il faut accepter, hein, c'est qu'il va y avoir, au moment où on va s'être, entre le moment où on va s'être décidé, le moment où on va devenir indépendant, il va y avoir une période. Il va y avoir une période de négociation. C'est la règle normale, puis c'est dans notre avantage. Pourquoi? Parce que quand on va demander aux Québécois de voter pour nous à l'élection référendaire, hein, ils vont nous poser une question. Ils vont dire comment ça va se faire. Je l'ai fait, moi, j'en ai fait mais la question fondamentale qui se pose, là, je suis bien en faveur de ça, mais ça va se faire comment? Hein? C'est là qu'il faut leur montrer que ça va se faire correctement, que ça va se faire dans l'ordre, qu'il y a moyen de faire une transition entre le Québec province et le Québec pays. On est capable de s'entendre pour que les pensions de vieillesse, on ait des thèmes qui font en sorte que quand on va décider que c'est nous qui les payons avec nos taxes, on aura des instruments pour le faire. Si on n'est pas capable de montrer aux Québécois que l'indépendance, on va la faire correctement dans l'ordre, ils ne voteront pas pour nous. Alors, s'ils votent pour nous, on ne gagnera pas l'élection référendaire, on ne fera jamais l'indépendance. Et nous, c'est qui, nous? Les Québécois. Quel parti?
les électeurs québécois. Ils vont voter pour quel parti? Ben, peu importe le parti qu'il y en ait un, que ce soit, si on a un parti, ça sera le Parti québécois. S'il y en a 5, avec une alliance, comme le propose Claude, ça sera pour un des 5. Mais il faut à un moment donné que les Québécois s'expriment en faveur de l'indépendance, que ce soit pour un parti ou plusieurs partis en coalition. Alors, il semble bien, selon ce que je comprends, le Parti québécois n'est pas un parti indépendantiste présentement. Donc, on ne peut pas voter pour ce parti-là la prochaine fois. Sinon, il y a une élection en 2008. Je propose qu'on forme la compagnie des sans-associés. Non, il faut être clair, c'est visuel, ça c'est notre histoire. Qu'on présente 100 candidats indépendantistes par 100 comtés, je ne suis plus certain compter parce que ça ne sert à rien d'aller s'éparpiller dans l'Ouest Island. Alors, on va fonder les sans-associés. Puis, on se présente avec, comme dit M. Bernard, avec l'idée que ce que nous voulons faire l'indépendance du Québec. Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté là-dessus. Bon. Est-ce qu'on va faire élire des députés? Je n'en sais rien. Si on en faisait élire seulement 5 qui entreraient à l'Assemblée nationale et qui ne parleraient que de l'indépendance du Québec, au lieu d'avoir des embrouilles qu'on a à Québec, qui n'en parlent jamais. Et, excusez-moi, c'était un terme anti-parlementaire, le mot girouette. Et ceux qui sont à Ottawa qui parlent plus de l'Afghanistan que de la libération nationale du Québec. Alors, qu'on en ait 5, hein? 5, c'est assez. Et ça nous remettra en route pour le prochain scrutin qui aura lieu peut-être en 2013. Puis là, il en manquera peut-être quelques-uns parmi nous autres, mais les jeunes vont se faire. Ce sont des gouvernements minoritaires. Monsieur Gerbet. Oui, c'est compliqué ce que Claude Barito propose. Ce que le LQ met sur la table aujourd'hui, oui, c'est compliqué l'histoire du pacte. Le fond du pacte, c'est l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait 50% plus un électeur au moins qui se prononce pour le. Autrement dit, ça prend une majorité de type référendaire. C'est pour ça que tout en disant que le référendum n'est plus dans le paysage, on ne s'entraîne pas parce qu'on l'a interpellé dans d'autres trucs comme le pacte. Il faut en sortir pour vrai. Première complication. La deuxième, vous imaginez-vous qu'on va aller dire aux électeurs, nous proposons la révolution du Canada, on révolutionne le Canada. Ils vont dire, on s'en va, tu reviendras quand tu seras calmé. C'est pas ça, on va leur dire, regardez, le gitan des accommodements raisonnables, si on était indépendant, on n'aurait pas. C'est absolument vrai. C'est comme sur la langue, on n'est pas capable d'intégrer les immigrants. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le véritable droit d'intégrer, de naturaliser, etc., c'est les États qui l'ont. Devenons indépendants. Regardez le message qui ressort du forum de la commission Bouchard-Taylor. C'est un des messages puissants. Les gens arrivent souvent à cette conclusion-là. Tant qu'on ne sort pas de ce pays qui nous impose par son multiculturalisme, par sa charte des droits et libertés, ces mesures d'accommodement anti-raisonnables, impossible de vraiment régler le problème. On n'a pas les outils d'un État indépendant et il nous les faudrait. On dit pas, on fait la révolution. Le Canada ne sera pas mort. Demain matin, après l'indépendance, le Canada est encore aux Nations Unies, puisqu'on y tient tant, encore aux Nations Unies, toujours légitime. Le Canada n'est pas détruit. Monsieur Pomerleau. Vous avez levé la main si vous ne voulez pas. Non, ça va, c'est juste qu'on parle d'établir un rapport de force conflit de légitimité, et puis on regarde de lointain, on regarde l'indépendance, puis le grand soir, mais présentement, dans la dynamique, parce qu'il y a une nouvelle dynamique au Québec, là, pour en prendre acte, c'est que cette nouvelle dynamique-là, c'est qu'on est dans l'ère autonomiste. Le statu quo est mort, les libéraux, ils peuvent le temps avec leurs mains, ça monte leur statu quo. Donc, on est dans une nouvelle dynamique. Alors,
il y a un conflit de légitimité qui se dessine parce qu'il y a une constitution du Québec qui est déposée, État, province, peu importe. Cette constitution-là va faire quoi? C'est qu'éventuellement, les deux chartes, celle du Québec et celle d'Ottawa, vont avoir un conflit qui va être tranché. Alors, il y a une charte, la Constitution du Québec, le peuple va savoir donner au Québec, va avoir au moins 2 tiers, 70% d'appui, et qui va être en lutte contre une autre charte qui fait partie d'une Constitution qui a été rejetée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Alors, c'est le même que ça se dessine. Fait que, il faudrait peut-être prendre acte que, à court terme, il y a un conflit de légitimité, puis que ça, c'est plein de capacités, disons, de pédagogie pour les gens, parce que là, les rapports de force, de quoi parle-t-on en politique? On parle de rapports de force, d'intérêt et d'effectivité. Ça n'a rien à voir avec le rationnel, la logique. Ça là, c'est relationnel. C'est des rapports de force qu'il faut établir, il faut construire. Alors, dans le cas du conflit de légitimité qui s'annonce, que je vous dis là, c'est qu'il va y avoir aujourd'hui, dans le Gazette, un sondage dit que 75% des Québécois demandent que la Charte soit amendée pour répondre aux exigences de l'égalité des sexes. Okay. Donc, là, alors, ces gens, ça se passe présentement. Okay? Il faut que ceux qui sont des indépendantistes poussent ces autonomistes-là qui déposent des pièces de même, parce que ça, c'est un acte d'État. Okay? C'est un rapport de force qui s'établit. Il n'en pose pas d'acte d'État avant. Mais là, il en pose un. Alors, celui-là, parce que ça nous amène dans une dynamique qui pourrait faire que l'échec du lac Meech puis la montée de 60% pour une option, ça pourrait tout se concrétiser très rapidement, ça. Puis c'est là que l'idée d'un pacte prend de l'importance, c'est que si les gens disent OK, parfait, ça s'en vient de même, ça cumule de même, bon, ben voilà, on a une liste, on a 3, 4, 5 partis qui se présentent, et on s'en va avec ça, et ça, c'est la liste, et cette liste-là ramasse 60% des. Qu'a fait la. Hein? Oui, c'est des considérations géopolitiques, ça. Okay? Avec des tops, c'est d'autres. Je vais passer la parole. Stéphane Olson, membre du Rassemblement pour l'indépendance du Québec. J'aimerais revenir sur un commentaire de M. Laplante, dans un premier temps, et en deuxième temps sur un commentaire de M. Gervais. J'ai bien apprécié l'idée de construire le rapport de force que M. Laplante a amené. Construire un rapport de force en prévision du combat qu'on va livrer pour l'indépendance. Personnellement, je trouve que l'élection à double majorité est le meilleur moyen pour construire ce rapport de force-là, tant au niveau de la reconnaissance de l'État d'origine du Canada et au niveau de la reconnaissance internationale. Un deuxième point aussi important, le soutien du peuple québécois. C'est-à-dire, si on a un soutien majoritaire à 50% plus 1, là, on est vraiment appuyé par le peuple. Et là, on a vraiment un rapport de force pour le combat qui va nous attendre, c'est-à-dire la reconnaissance internationale. Puis, M. Gervais, tout à l'heure, mentionnait que ce que M. Barito propose, c'est compliqué, qu'on apporte un élément référendaire dans l'élection. J'aimerais juste préciser que le mandat d'une élection décisionnelle gagné à 50% plus 1 des voix n'est pas comparable au mandat d'un référendum. C'est-à-dire que c'est un mandat exécutoire. Et un référendum, ici au Canada, c'est un mandat consultatif seulement. Donc, on n'est pas en présence du même mandat. Et je pense qu'on ne peut pas comparer l'élection décisionnelle avec le référendum. Est-ce que je peux répondre à ce dernier point? C'est qu'un mandat électoral normal dans le système, un mandat exécutoire aussi, on n'a pas besoin de cet élément de plus. Alors, je suis d'accord, il y a des administrateurs, mais on a besoin, on se fait élire. On est non seulement en droit de réaliser son programme, mais on est même en devoir de le réaliser. Lorsqu'on va utiliser cela dans nos règles communes. La majorité devient importante dans la reconnaissance de l'État d'origine et du travail de la communauté internationale. On peut faire aussi des coalitions avec les autres sans avoir de temps. On peut faire des reconnaissances en droit de temps. Depuis ce matin, on a parlé en terminant. Je voudrais faire moi aussi une intervention, si j'ai la possibilité de la faire. Alors, si je résume, je vais résumer un peu le propos. Je vais résumer un peu le propos, et puis après,
après, ben, je vais donner moi aussi mon idée. Alors, dans le fond, si on résume depuis ce matin, c'est clair ici que tout le monde dans la salle trouve que l'indépendance, c'est vraiment urgent que ça advienne. On est tous d'accord pour dire que quel que soit le moyen d'y arriver, ça prend au minimum la moitié de la population du Québec. Donc, il faut trouver des arguments. Il faut qu'on soit capable de diffuser, il faut qu'on ait tous les pleins pouvoirs d'un État, et probablement que pour y arriver, finalement, la seule voie qui semble rester, c'est celle d'une élection, appelons-la élection référendaire. Parce que de toute façon, c'est un fait qu'on ne pourra pas, sans mandat ni sans majorité, avoir le minimum de légitimité nécessaire pour procéder. Donc, que ça prenne une double majorité, ou au moins un mandat, ou au moins la majorité des voix, mais de toute façon, ça nous prend une élection référendaire. On a parlé de coalition, on a parlé de pacte, on a vu qu'il y a plusieurs partis indépendantistes ici, et on a vu aussi qu'il y a une... Enfin, moi, je suis convaincue, et voilà la partie qui est mon idée, que c'est bien beau de faire des pactes entre nous. Comment vous appelez, vous, puis lui s'appelle le PRI, puis l'autre s'appelle le je ne sais pas quoi. En tout, là, ça ne fait pas 60% des voix, ça fait un peu moins. Il reste qu'il y a des partis constitués. Parmi ceux-là, il y a le Parti québécois. Je ne suis pas absolument péquiste. Moi aussi, il y a quelqu'un qui a dit j'ai acheté une fois une carte de membre. Moi aussi, j'ai acheté juste une fois une carte de membre dans ma vie du PQ. C'était la première fois, la fois que André Boisclair a été élu, parce que justement, pour le vote sur les annonceurs. Alors, ceci dit, c'est pas ça. Mais je pense qu'on s'est tellement souvent tiré dans le pied, nous, au Québec, que ce n'est pas le temps de continuer. Et que puisqu'il existe un parti qui est là depuis 40 ans, qui ne fait pas notre affaire, mais qui est quand même le véhicule, et vous ne convaincrez pas la majorité des Québécois de voter pour le SPI puis le PRI quand il y a le PQ à côté. Donc, en réalité, il faut que cette alliance-là se fasse au moins aussi avec lui. Et ma question, est-ce que tous les petits partis indépendantistes qui portent encore le projet, qui sont vraiment engagés vis-à-vis du projet, qui sont si engagés vis-à-vis du projet, qui ont été déçus du PQ au point de dire on ne peut plus compter sur ce parti-là, est-ce que tous ces petits partis-là sont au moins capables de faire un pacte entre eux pour en faire juste un, première chose, et deuxièmement, pour éventuellement, en effet, compter que le Parti québécois, c'est une force au Québec. Et ça prend du temps à bâtir un parti. Donc, en fin de compte, on ne peut pas, rien de tout ça qu'on a parlé depuis le matin, qui peut se faire sans au moins mettre le Parti québécois là. Est-ce qu'on est prêt, nous, puis les partis, le RIC, tout ça, est-ce qu'on est prêt à travailler avec ces réalités-là? C'est sur cette question-là que moi je finirai mon intervention. Est-ce qu'on peut intervenir sur... Oh, oui, c'est sûr. On peut intervenir. Mais pas la moitié des Québécois, pas encore la moitié. Si j'ai bien compris, c'est qu'il y aurait seulement le PQ qui aurait le choix de dire on fait une élection sur ce sujet-là ou non. Parce que finalement, c'est le parti le plus gros qui va donner, alors, disons, c'est qu'on leur redonne tout le pouvoir qu'ils ne suivent pas depuis Alors, aujourd'hui, Madame, je pense que c'est excellent, vous avez mis dans la bonne voie de réflexion. En ce qui concerne, par rapport au Parti québécois, c'est certain qu'avant, il y a différentes possibilités d'attitude face au Parti québécois. Alors, j'ai juste voulu un paragraphe de notre manifeste qui dit clairement notre position. Alors, pour les prochaines élections, l'Union démocratique pour l'indépendance du Québec va présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales
Toutefois, elle n'exclut aucun mode d'action afin d'unir les indépendantistes québécois. Trop souvent, ceux-ci ont été divisés par des querelles aussi intestines que stériles. Notre parti se refuse d'agir aveuglément et sera solidaire des indépendantistes partageant nos positions. Alors ça dit clairement qu'on ne va pas laisser l'initiative électorale au PQ, on ne va pas lui laisser la place, ça fait tout le contrôle. On va prendre notre place indépendantiste. Et dans les comtés où il y a des candidats du PQ qui sont clairement indépendantistes, je prends l'exemple de Jean-Claude Saint-André, si jamais il se présente péquiste. C'est certain que s'il défend toujours les positions indépendantistes, on va l'appuyer. Par contre, les candidats péquistes qui sont étapistes et qui reprennent toujours les biens grands, on va présenter des candidats indépendantistes contre eux et on va les diviser leur vote. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, on va faire le combat pour l'indépendance. Mais supposons que lui présente aussi un candidat dans tous les concours. Ça soulève la question. Je suis d'accord, notre but, c'est d'unir tous les indépendantistes. Donc, le problème est ouvert. Et puis, on n'est pas opposé à s'en parler. Puis d'ici les prochaines élections, nous allons venir à une fondation et nous allons faire un appel à tous les indépendantistes voulant construire le parti. Merci. Je constate on fait des partis comme ça, mais on doit se poser la question si on est en train de se diviser au point où on n'a aucun impact. Le Parti québécois, j'ai jamais été toujours été indépendant, j'ai jamais été. Mais je me suis battu à l'intérieur de ce parti-là. On nous a évincé, on nous a dit allez travailler ailleurs, tout ça. Mais j'arrive pas. J'écoute là, puis vous êtes 7, 8, 9, 12 partis en 15 jours. Mais comment ça se fait, comme par exemple, il y a eu une élection dans Charlevoix? On sait que quand tu vas les indépendantistes, ça va être 12. Oui, il y en a pas un, le Parti républicain. C'est pas le pays qui a été reconnu hier, le 18. OK. En tout cas, il y en avait sûrement. Il y avait le Parti républicain du Québec. Mais il faut dire qu'on est en train de diviser ça de façon, je ne sais pas, on va aller chercher quoi, 1% du groupe. Lui, il va aller chez 3 quarts, ça, 1,5. En tout cas. Il n'y a pas de parti indépendantiste dans le pays, personne ne parti. Bon, Bon, ben, je suis toujours Jacques Damas, toujours membre de moi, c'est pour. Madame, je vais mettre votre nom sur la liste. Vous êtes madame? Il y a quelque chose que monsieur a dit tantôt qui m'interpellait, puis je lui jetais ça un petit peu dans ma capoche le temps d'écouter les autres intervenants. C'est par rapport à l'affaire des accommodements raisonnables, puis le multiculturalisme canadien. Je ne sais pas si vous savez, moi je suis de la Mauricie, donc la région d'Hérouville, l'épicentre du phénomène des accommodements raisonnables, de la soi-disant intolérance québécoise face à tous les étrangers. Bon. Il y a une chose il y a un monsieur qui a passé, tout le monde en parle, qui s'appelle M. Drouin, qui était l'instigateur de tout ce tremblement de terre-là. Puis lui, c'était un fédéraliste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une chose. Ils vont déposer un mémoire à la Commission des accommodements raisonnables qui vient cette semaine, mercredi ou jeudi. Dans ce mémoire-là, je vous dis tout de suite, eux autres, ils en sont venus à la conclusion, Drouin et l'autre, qu'il y a 2 solutions possibles, il n'y en a pas 25. C'est des fédéralistes qui parlent ici. Ou il y a un amendement constitutionnel en bonne et due forme de la Constitution pour changer la Constitution, pour qu'on tienne compte des particularités. Ou là, c'est l'indépendance du Québec. Il a dit qu'il n'y a plus de solution mitoyenne entre les deux. Moi, c'est un vent d'air frais, c'est de la musique, c'est une symphonie du printemps. Je me dis, un fédéraliste arrive à une autre région. Monsieur Labarre, le conseiller Drouin et M. Thompson, qui est le webmestre sont tous les deux indépendants. Battez-le. Je vais parler.
me l'apprenez sur le champ. Parce que ce monsieur-là n'a jamais laissé entendre dans tous ses discours, il disait, je suis allé là, j'ai été dans l'armée canadienne, puis jamais, mais au grand jamais, il a parlé de son côté indépendantiste. Tout le monde, même les médias locaux, le Nouvelliste, qui est un média de Jessica, non, mais laissez-moi terminer. Un Nouvelliste qui est un journal de Jessica a été étonné. Fait que si vous me l'apprenez aujourd'hui, bon, ben, je suis heureux de l'apprendre. Je suis allé à l'apprendre. Non, c'est parce que je connais bien. Bon, ben, ok. Bon. Mais mettons que c'est une bonne nouvelle, c'est un dépôt de main. Puis aussi, ce que je dis, c'est que si. Sur le sujet. Non, je finis, regarde la belle. 35 secondes. Ouais, je m'en vais débarrasser. Ce que je dis, c'est que la ligne de fracture est belle, elle est en train de se dessiner, comme la glace au printemps qui craque, il s'agit de capitalisme. Mais pour ça, ça prend un parti ou des partis qui sont capables de dire on reprend l'idée de l'indépendance parce qu'elle est encore d'actualité, puis c'est encore une idée de force. Il faut la reprendre, la refaire. Fini ma belle. Non, c'est correct. Et puis après, c'est fini. Pour enchérir sur ce que M. Charbonneau disait, au mois de février, nous avons tenté de faire une déclaration commune à la veille des élections, demandant aux électeurs, aux électrices québécoises de voter souveraineté, indépendance, mais de voter pour tous les partis politiques de leur choix, mais qui étaient indépendantistes. La nouvelle n'a jamais franchi la salle de rencontre où le PQ, Québec solidaire, le Bloc québécois et à peu près une cinquantaine d'organisations nationales ont signé cette déclaration comme une note. Mon point, c'est pas compliqué, c'est le fait que c'est pas facile de se monter et de se dresser une organisation. Le pacte a été proposé aux partis politiques, il n'a pas été retenu à la dernière élection. Non, il n'a pas été proposé. Non, il n'a pas été. Le pacte s'est transformé dans ce que tu viens de dire. Oui. Et il s'agit juste de voir à quel point, là, avant de s'unifier, on va avoir encore à se diviser. Et il en faut pas moins qu'il va falloir qu'on soit capable de se parler tout le monde là, avant la prochaine élection et longtemps avant la prochaine élection. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, non, je pense que maintenant, il est 16h41. On va terminer cette séance-là ici parce qu'il y a une autre séance. Oui, courte. Plus courte. On a déjà 5 minutes, non? Oui, on a déjà 5 minutes. On devrait pas. On devrait pas, je pense que les deux. Ah, OK. Alors, et c'est M. Lefebvre, si je comprends bien. Non, c'est Stéphane Lefebvre. Mais j'avais un bilan à faire, mais Mme Ferretti a fait des bilans constamment au cours du débat. Je ne sais pas si dans ce cas-là, le bilan est encore pertinent. Il va savoir des propositions. Déjà, je pensais que sur la dernière partie, il y avait non seulement un bilan de la journée, mais surtout, là, dans le fond, là, nous, on s'est déplacé un beau samedi quand même. Aujourd'hui, c'est beau. C'est l'été des Indiens, OK? Et puis, mais demain, c'est plus beau encore. Ah, mais tant mieux. Et puis, on est dans une salle sans fenêtre, puis dans le fond, on est tous des indépendantistes. On la veut tous, l'indépendance. On s'entend peut-être pas tout à fait, mais malgré tout, je trouve qu'il y a des lectures assez bonnes. Quel est le type de proposition? Est-ce qu'on est maintenant capable de réfléchir pendant le temps qu'il nous reste à des propositions? Il y en a quelques-unes. M. Turcotte en a porté une. Un parti indépendantiste. Et sans associés, oui. Des propositions, soit de regroupement, soit comme M. Lachance vient de dire, quelles sont les actions et quelles sont les propositions qui, en sortant de la table, vont nous faire avancer? Peut-être qu'on peut prendre M. François. Donc, une solution simple. Le Parti indépendantiste a été autorisé jeudi dernier. Nous, on veut avoir 125 candidats dans les 125 circonscriptions du Québec. On veut que tous les talents de tous les indépendantistes s'expriment en vue des prochaines élections qui vont avoir lieu en 2008 probablement. Il faut être prêt, il faut travailler de terrain, il faut rencontrer les gens, il faut dire pourquoi on veut l'indépendance. Et notre démarche, on propose, enseignez-vous, venez nous parler, impliquez-vous dans la construction de ce véhicule politique-là, le pays, pour réaliser l'indépendance dès la victoire électorale. La majorité de sièges, c'est comme ça, c'est dans l'action, par le combat politique, qu'on va finalement se débarrasser du Canada et se gouverner nous-mêmes,
en entrant en relation sur une base d'égalité avec le reste de la planète. Il n'y en a pas d'autre solution. Est-ce que 125 dans les 125 comtés, puis lui dans les 125 comtés? On a deux personnes différentes qui disent votez pour moi, votez. C'est pas pour moi. Construisez le pays, construisez votre parti. Pas pour moi. Pour nous, les indépendantistes. On veut regrouper. On veut unir les indépendantistes dans un seul véhicule politique. On va proposer les indépendances de l'élection. C'est pas on est venu aussi jeudi. Par exemple, moi, j'ai indépendantistes. On ne peut pas aller chercher des indépendantistes, puis il n'y en a pas là. Je suis permis de juste ajouter un commentaire là-dessus. Nous croyons que le fait qu'il y ait un ou plusieurs, en tout cas j'espère, un seul parti indépendantiste ou notre parti conjoint, va obliger le Parti québécois à se positionner. Donc, il va y avoir une polarisation interne et certains candidats, on le sait très bien, vont défendre le projet indépendantiste. C'est le cas de Jean-Claude Saint-André. Mais il y a peut-être qu'il va y en avoir d'autres aussi. Et nous, on va faire du cas par cas. Donc, on ne va pas combattre un Jean-Claude Saint-André, c'est évident. Il partage les mêmes idées que nous. Oui, alors, combattre un monsieur François. ça, c'est une autre question. D'ici les prochaines élections, je pense qu'il y a de la place pour qu'on puisse se parler et qu'on puisse faire soit un congrès de fondation conjoint ou soit des congrès séparés. Mais de toute façon, la porte est ouverte. Mais il faut qu'il y ait vraiment des discussions ouvertes, pas fermées, des discussions démocratiques sur la place entre les souverainistes comme on le fait aujourd'hui. Monsieur Roy? On entend beaucoup de choses. Je voulais aux gens de ne pas oublier Québec solidaire. Un instant. Personnellement, on va au Parti québécois, au Québec solidaire, à l'Action démocratique et même aux libéraux. Quand on vise à faire l'indépendance d'un pays, on parle à tout le monde. Tous les partis qui sont dans ce pays-là. Pour éviter d'être sectaire. Aux membres et aux partis. Un parti, c'est clairement l'indépendantiste, je ne suis pas un sectaire. Non, c'est pas ça la question. Un parti qui s'engage à l'indépendance, pas attendre après l'atlantisme. Je vais demander quand même, on est tous entre nous. L'adversaire n'est pas ici. Alors, on ne met quand même pas de rôle à des sectaires et des civils. Oui. Le problème, là, il est simple. Il faut savoir ce que c'est qu'un indépendantiste. Non, mais ça a l'air niaiseux ce que je dis là. Bon, là, on dit on va faire des coalitions avec du monde. Mais ce monde-là, ils ne sont pas indépendantistes. Mario Dumont, il était avec nous autres en 1995. Il a déclaré dernièrement qu'il n'a jamais voulu faire la souveraineté du Québec. Il a voulu faire une nouvelle confédération. Ben ça, c'est quoi? C'est un aspect circonstanciel. Mais on ne fait pas un grand bout de chemin dans le bois avec ça, là. Alors, là, essayons donc de s'entendre. J'ai encore la feuille de 2003 du PQ, c'est pas des farces, ça. Il y a des gens qui ont voté PQ pour ça en 2003. Le 25e carreau, savez-vous qu'est-ce que c'était écrit? Démarche méthodique, Éric Bourreul, ça, pour préparer le Québec à la souveraineté. C'est ça qu'ils nous ont donné en 2003. Le candidat dans la table, Pascal Bérubé, il n'est plus chez nous. Il a dit, Nestor, présente-toi pas contre moi, je vais aller réformer le PQ par l'intérieur. Je dois aller, là, et je pense qu'il est en train de se faire déformer. Bon, on vient de parler, on peut être capable de faire du vocabulaire. Faisons-nous un lexique bondaine, puis un glossaire, puis prenons ces mots-là, puis rendons-nous là-dessus. Après ça, on avancera. On dirait qu'on était une gang d'enfants de maternelle. En supposant que le PQ ne soit pas et plus un seul indépendantiste. En supposant ça, on est tous des indépendantistes ici dans cette salle. Tout le monde est d'accord au moins avec ça. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, vraiment, est-ce qu'on peut imaginer une élection, la prochaine,
indépendantistes. Il y en a pas. Là, il y en a un, il y en a deux, il y en avait deux, monsieur est parti, puis il y en a un troisième. Il y en a un autorisé. Mais monsieur, il y a lui, et puis il y a le Parti républicain. Le Parti Québec veut reconfédérer. À l'élection de Charlevoix, il y a eu deux partis indépendantistes qui se sont taillés, qui se sont présentés, le PRQ et le PQ. À la dernière élection. Sans mettre l'indépendance au centre du débat. Je m'excuse, ce n'est pas un parti indépendantiste, il faut mettre au centre du débat électoral l'indépendance comme solution à nos problèmes nationaux. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on ne met pas au centre, on peut bien se dire indépendantiste, mais ça ne convainc personne. C'est pour ça que le PQ perd plus de la moitié de l'indépendantiste depuis 1998. En 2003, vote réel, 23%. En 2007, vote réel, 20%. Il y a 45% des gens qui veulent voter au Québec. Faites le calcul, il est facile à faire. Il perd les indépendantistes parce qu'il était ici. Monsieur Paquet, il était ici. Je parle du PQ. Je parle du PRQ, pas du PQ. Le PQ n'est pas. Je parle du PQ. Vous voyez qu'il est indépendantiste. Attendons, Mme Marois. Faites confiance. Ça va nous convaincre par l'argent. 3 mandats. 5 mandats. Je pense que je vais donner le mot de la fin à M. Paris. Ah, déjà? J'avais une petite idée à signaler alors. Peut-être plus de voix. On a eu deux paradigmes majeurs qui ont été développés dans le cadre de l'indépendance, du cheminement vers l'indépendance. Le premier paradigme est donc avec le LRIF qui va amener jusqu'au PQ, puis le revirement que le PQ va faire en 1973, qui va changer le paradigme, parce qu'à l'époque, il y avait un paradigme qui consistait à travailler pour se faire élire et procéder. Et le modèle qui était à l'époque regardé, c'était le modèle de la Norvège. On citait ça dans le fascicule du Parti québécois. Ce paradigme-là qui est mis de côté, on a mis un autre paradigme de l'avant qui a été élection. On était bons, on était fins, les gens ont voté pour nous autres dans un référendum. Ce deuxième paradigme vient d'être mis de côté. Donc, on est devant deux paradigmes qui ont sauté. Il y a des gens dans la salle qui proposent de revenir au paradigme de 73. Or, entre le paradigme de 73 puis le deuxième, il y a eu une modification majeure qui a rejoint les gens et qui est, comme base, une reconnaissance démocratique du peuple dans l'expression de sa volonté de faire un pays. Que l'on dise que c'était dans un référendum, mais ça aurait pu être dans une élection, mais moi j'ai voté dans ces élections-là parce qu'il y avait une base fondamentalement démocratique. On procède si on a un appui du peuple. Actuellement, on est dans la recherche d'un troisième paradigme, de mon sens. Il y en a qui veulent revenir au premier. Personnellement, je n'en rappelle jamais dans un paradigme qui ne prend pas pour acquis un appel, un soutien total de 50%, ça fait sur total, du peuple québécois pour procéder. Jamais personne, et même je serais très surpris que les Québécois n'embarquent là-dedans. On va être dans une querelle. C'est un choix possible, et moi, personnellement, je voterai pas pour ça. Je trouve par contre que plusieurs sont à la recherche d'un autre paradigme. Un paradigme qui va permettre de procéder selon des exigences fondamentalement démocratiques. Tout ce qui s'est fait au Québec avant la conquête et après la conquête n'a jamais été basé la conquête britannique. Il n'y a pas eu de conquête. C'est une invasion. Fais-la comme tu veux, d'abord, l'évasion, ça ne me dérange pas. Il n'y a jamais eu la possibilité accordée au peuple québécois de s'exprimer démocratiquement, sauf à une occasion, c'est en 1836. Tout le monde sait ce que ça a donné. On a aboli le Parlement. Et ça a donné débouché sur les rébellions de 1837-38. Et le Canada s'est construit par la suite et on a transformé ce pays-là sans jamais avoir la batterie. Ce qui est important, fondamentalement, pour procéder, c'est d'aller chercher le soutien du peuple. Et sans ce soutien du peuple, on ne pourra jamais procéder. Moi, c'est ma conviction. Et s'il y en a des gens qui veulent travailler à ça, c'est la proposition que je voulais faire. On n'est pas au rythme dans leur style d'un parti. On n'a pas manifesté à aucun moment l'idée d'un parti. On n'a pas fait de promotion. Plusieurs sont venus faire beaucoup de promotion à l'intérieur de notre assemblée, qui amenait une discussion sur le fond. Pas de problème avec ça. Mais je pense que partir
dans plusieurs directions en même temps pour atteindre le même objectif, sans se coordonner, on va avoir un conflit. Et si je fais une proposition, ça va être la suivante, est-ce que des gens dans la salle sont intéressés à retravailler cette idée de nouveau paradigme pour procéder à la réalisation éventuelle de l'indépendance du Québec? Oui. C'est ça, à mon avis, l'objectif recherché ici. Si on ne veut pas travailler là-dedans, si on veut rester à l'intérieur de chacune de nos petites capsules, mais c'est ce que ça va donner. Ça va donner comme des chiens esquimaux là, qui sont attelés en ligne plutôt qu'en de côté plutôt qu'en ligne droite. On va foncer dans la forêt, on va être arrêté ses premiers arbres. Plutôt.